Faire soi-même, c'est cool, faire soi-même, c'est fun. C'est vrai, c'est l'image qui ressort. Les mecs des brouillards, on les regarde faire des trucs magiques tout seuls, et nous on est totalement incapables. Combien de fois on s'est pris à regarder un tuto sur Facebook ou sur YouTube, où le mec, à partir de 2 bouteilles de plastique, nous pond un katana, et on se dit « j'aimerais faire pareil ». Mais des fois, il y en a, ils se lancent. Et c'est le cas de Titi. Titi bidouille, il aime ça, il fait des trucs impressionnants, et en plus il transmet sa passion. Donc on va écouter un petit peu tout ce qu'il a à dire. On a enregistré le 11 mai 2022, et on l'écoute. Aujourd'hui, j'en reçois Thierry, qui est connu sur Twitter sous le nom de Titi Moby, qu'on retrouve régulièrement sur Twitch. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour. Oui, Je te effectivement. laisse te présenter. Écoute, oui. Mon vrai nom d'état civil, c'est Thierry Chantier même, c'est pas une donnée secrète. Mais effectivement, depuis déjà pas mal d'années, j'utilise souvent le pseudo Titi Moby. Alors Titi parce que ça vient de mon prénom, hein. Ça date de mon enfance, ma grand-mère qui avait commencé à m'appeler comme ça. Et après, Moby, c'était le nom de mon premier groupe de musique, qui s'appelait Moby Dick. Mais voilà, tout a commencé quand Internet est arrivé. Il y avait Ah, d'autres je croyais que personnes. c'était toi le Moby de New York, le mec chauve, en fait, Non, c'était pas toi. non, ouais. Et D'accord. puis s'il y avait eu que ça aurait été gérable, mais à l'époque, sur la scène des Demo Makers, il y avait un musicien de très grande qualité qui avait aussi ce pseudo. Donc j'avais jumelé les deux pour faire mon alias et c'est resté depuis. Donc oui, il y a des chances que si quelqu'un m'a déjà croisé quelque part, ce soit sous cet alias. Voilà. D'accord. Et donc toi, ce que tu fais régulièrement, c'est que tu streams sur des différents sujets et tu parles aussi de DIY, de Do It Yourself. Ouais, tout à fait. Euh, alors ça, c'est venu d'un passé moins spontané. Ça faisait déjà un moment que je faisais des petites vidéos. Ça date de pas mal de choses que je faisais avec Mixtine, la petite organisation sur Lyon avec laquelle on organise des ateliers pour les enfants autour de tout ce qui est numérique. Et je m'étais mis à faire des vidéos en me disant, ben, c'est bien quand on fait un atelier, on arrive à réunir 20, 30, 40, 50 enfants, mais bah, une vidéo YouTube, potentiellement, ça peut aider beaucoup plus de monde, voire pas que des enfants. Ça, je l'ai découvert en cours de route. Mais j'étais pas trop live, c'est quand même un peu intimidant de se lancer sur le live. Et puis, ben, comme tout le monde, bah, je me suis pris le confinement, hein. Et c'est à partir de là que je me suis dit, faut faire quelque chose, sinon je vais devenir dingo. Donc j'ai commencé par faire mes vidéos YouTube parce que c'est ce que je faisais. Je me suis dit, ah, c'est dommage de ne pas avoir un côté plus, on va dire, plus réactif. Et je me suis mis, ouais, effectivement, à avoir des lives sur Twitch. Au début, ça devait s'appeler ConfiNews, je crois. Et puis, il y a un moment donné, on n'était plus confinés, puis il fallait peut-être passer à autre chose. Donc j'ai appelé ça Calme comme à la maison. Et l'idée, c'est vraiment de... Bah, je glane des news autour de tout ce qui est un peu tech, généralement. Et puis ça s'étend avec justement tout ce qui est autour du do-it-yourself, parce que dans ma veille techno, il n'y a pas que de la veille pro, il y a aussi tout ce qui va tourner autour de l'électronique, les bricolages, voire la menuiserie, j'aime bien ça aussi. Donc tous ces trucs-là, et puis ça rejoint aussi la musique. J'ai pas assez d'espace, mais je rêve d'un espace où je puisse faire un peu des instruments, donc ne soyez pas désespérés, même avec un petit espace, on peut faire des choses. C'est possible quand même. Tu joues de quels instruments? Je joue principalement de la basse, ça c'est mon instrument principal. Après, je gratouille de la guitare pour mon plaisir, beaucoup de ukulélé parce que c'est fun, voir du ukulélé basse depuis pas très longtemps. Et puis j'ai un piano qui traîne dans la maison, qu'un ami m'a laissé en garde, on va dire, depuis déjà pas mal d'années. Mais, euh, mais c'est pas mon instrument principal, c'est la basse. Donc j'ai eu D'accord. bricolé des espèces de petits, on va dire, c'est pas des ukulélés, on appelle ça des strumsticks, où tu mets des cordes de ukulélé parce qu'elles n'ont pas beaucoup de tension, mais c'est ni plus ni moins qu'un un grand bout de bois que tu travailles pour que le manche soit un peu arrondi, et puis tu le fends à l'arrivée. Et la partie qui est fendue, tu mets 2 petits morceaux de contreplaqué léger pour avoir un peu une caisse de résonance, et puis en or. D'accord. Donc voilà, c'est pas trop compliqué à faire et c'est satisfaisant. C'est marrant parce que le fait que tu sois un bassiste qui fait du bricolage comme ça me rappelle un truc. Moi, je suis fan de Queen
Et Mhm. le bassiste de Queen, John Deacon, a inventé un ampli, Ouais, exact. le Dickey Amp. Et donc le mec a été capable de fabriquer son ampli. Ouais, ouais. Oh, après, chez Queen, c'était quand même des pointures. Ils avaient un bon bagage éducatif et technique. Oui, bah, le guitariste a fabriqué sa guitare tout seul, hein, enfin, avec Ouais, son ouais. père. Mais oui, oui. Et puis il est astrophysicien maintenant. Ouais, voilà, ça élargit le champ des choses. C'est Ça commence ça. à faire du bricolage de gros niveau, l'astronomie. Oui, quand tu es au niveau galactique, c'est que ouais, tu as un certain level quand même. Alors, moi, je suis beaucoup plus humble, hein, on n'en est pas là. Non, c'est le côté pouvoir faire des choses moi-même. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt pas mal fait à la maison, j'ai fait pas mal de petits meubles, des aménagements pour ma femme qui a pas mal de loisirs créatifs aussi. Donc, j'ai fait des rangements, des trucs comme ça. Je trouve que c'est assez. Ça sort pas mal de mon métier qui est, on en a peut-être pas parlé, mais voilà, je suis lié au monde de l'informatique au sens large. Et de se prendre un truc où il n'y a pas d'écran, où c'est juste tes mains et un objet, je trouve ça très satisfaisant en fait. Donc c'est aussi un outil de relaxation, le do it yourself, je le conseille pour ça. Ça vaut une séance de méditation des fois. C'est pas mal. Rien ne vaut une bonne séance de rabot électrique pour se détendre. Ouais. Ah, je suis plus le contact du bois, tu vois. Moi, ça va finir par des heures au papier de verre ou à la râpe à bois pour commencer à dégrossir. Et puis, tu passes la main sur ton bois pour savoir ce que tu sens comme forme et tout. Je trouve que c'est pas mal ça. Il y a un petit côté un peu organique dans tout ça. C'est vrai, c'est vrai. J'en ai fait un tout petit peu quand je retapais ma maison. Et oui, c'était. Moi, je récupérais des poutres brutes et il fallait les rendre un peu plus jolies avant de les poser, quoi. Donc Ouais, bien c'était sûr. Ouais, ouais, il y a déjà du boulot, hein. rabotage, ponçage, découpe. Ouais, ouais, Mais c'est sûr, c'est c'était sûr. agréable, Bon, après, je reconnais. c'est devenu un peu plus compliqué dans nos grandes villes, en tout cas. L'accès au bois, au sens vraiment bois, ça devient compliqué puisque les différentes grandes surfaces de bricolage maintenant, c'est plutôt de l'aggloméré ou des trucs qui ont été recomposés. Donc déjà Ouais. c'est pas la même qualité de bois et puis ça se travaille pas pareil ou voire beaucoup moins. Il y a des tas de choses que tu peux plus faire. Donc c'est vrai que c'est devenu plus compliqué. Il faut avoir accès un peu à une scierie ou à un espace où il y a des gens qui peuvent te fournir un peu du bois, du vrai bois que tu puisses le travailler vraiment quoi. Parce Ouais. que j'ai eu essayé des trucs avec des contreplaqués, tu peux faire des trucs, mais c'est pas. Le médium, t'arrives encore à faire un peu des meubles, des choses comme ça, t'arrives un peu. Mais ça s'effrite, donc ça, tu peux pas trop le travailler, quoi. Ouais, puis tu fais le meuble que tu ne démonteras qu'une seule fois et que tu ne Non, ouais, ça remonteras c'est sûr. jamais. Ouais, là, il n'y a pas de deuxième chance, là. Oui, c'est ça. Puis c'est lourd le médium, je trouve. Ouais, ouais, c'est très très lourd. Ouais, 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 ça fait son poids. Ça fait son poids. Donc, ouais, Ok, ouais. et le. Oui, pardon. Non, non, je disais juste le côté do it yourself, ouais, ça a plutôt commencé par des Ouais. choses très manuelles. Très manuelles, ouais. Un peu Et tu arrives historiques. à organiser ça en termes d'espace, c'est-à-dire ça te réclame des outils qui prennent de la place. C'est assez compliqué. J'ai la chance d'avoir un assez grand garage. J'ai une maison en pleine ville. Donc sous la maison, j'ai directement mon garage, donc c'est assez facile d'accès. Mhm. Mais après, un garage, c'est comme chez tout le monde, on y range plein de choses. C'est pas facile d'avoir un espace vraiment dédié. Donc je travaille généralement avec des choses que je sors, que je vais monter sur ma terrasse, sur mon jardin, tu vois. Mais oui, oh, ça se fait avec le temps. Faut éviter les cambriolages. Ça m'est arrivé aussi. Ça fait 15 ans que je suis là. Ça m'est arrivé une fois. C'est pas très agréable. Ah oui. Tu prends ton temps pour accumuler des outils un peu de qualité, et puis bon, un jour, il n'y en a plus. Mais je n'ai pas la chance, non, d'être équipé avec une table avec une petite défonceuse sous table, des choses comme ça qui permettent d'aller assez loin. Je comprends, je comprends. Désolé, j'ai mon téléphone que je n'ai pas mis en mode silence. Mais t'es bon pour le laisser passer et l'assumer, ou le couper au montage. J'hésite, surtout vu ta remarque, vais-je la laisser? Eh ouais, ouais. On verra, on verra. Donc ouais, 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 le do it yourself a commencé par ça, et puis après, il y a beaucoup de choses qui sont venues se mélanger, à la fois le monde technique, ça c'est une chose, et puis il y a le côté, comme je disais, avec Mixtin
qui m'a aussi amené à un autre type de do it yourself parce que je trouvais que les ateliers qu'on faisait, c'était très bien. On fait pas mal de choses avec Scratch, enfin des choses qui sont assez classiques. On fait aussi des activités déconnectées. Mais je trouvais qu'il manquait un petit truc. Et puis en 2000, alors ça devait être 2015 ou 2016, il y a les Anglais qui se sont lancés dans le projet Microbit, où ils ont créé de toutes pièces une petite carte programmable avec des petites LED, des boutons. En fait, le minimum matériel, mais qui soit intéressant à programmer simplement derrière. Et ils ont balancé ça à 1 million d'écoliers, je crois, un truc comme ça. Mais Mhm. c'était assez ouvert, donc j'avais réussi à rentrer un peu dans les discussions dans ce milieu très british. Et ils comprenaient pas pourquoi un Français s'intéressait à tout ça. Et ça a fini que de toute façon, ils savaient très bien qu'ils allaient le diffuser de manière plus large, donc j'ai eu la chance d'avoir les premières petites cartes microbit hors d'Angleterre. Et en fait, en commençant avec ça, je me suis intéressé à l'aspect, on va dire, plus électronique de la chose, en me disant, Mhm. c'est bien de faire ça avec les enfants, mais qu'est-ce que je peux leur montrer de plus intéressant? Qu'est-ce que moi je peux faire? Et donc là, je me suis mis à mélanger un peu des choses autour de tout ce qui était Arduino, enfin tout ce qui était petite carte microcontrôleur qui existait à l'époque. Ouais, c'est vrai que moi j'avais entendu parler des Arduino, j'allais te demander la différence entre Microbit et Arduino, je voyais pas trop Alors le... Arduino existe, c'est antérieur Ouais. aux cartes microbit. Euh, Microbit est vraiment conçu comme un outil éducatif, donc c'est déjà autosuffisant pour beaucoup d'activités. C'est-à-dire que tu Mhm. as une petite grille de 5 LED par 5 LED, donc ça te permet, mine de rien, avec ça, tu peux afficher l'équivalent de petits emojis, en fait. Tu as beaucoup d'expressivité, mine de rien, en 5 par 5 déjà. Tu as des boutons, donc tu as une interaction physique. Et Mhm. puis, ils ont rajouté à l'intérieur, tu as un accéléromètre qui te permet de détecter les mouvements de la carte. Et notamment, un truc très simple que je fais souvent, c'est capable, si tu le scotches sur une chaussure ou sur une cheville, c'est capable de détecter de manière assez fiable, en tout cas, ils ont mis du logiciel qui aide à l'intérieur, le fait que tu marches. Donc, Ouais. tu peux faire un compte pas assez facilement. Et puis, le dernier truc sympa qu'ils ont dedans, c'est qu'il y a un petit module qui est censé fonctionner aussi en Bluetooth, mais je l'utilise pas souvent parce que c'est plus compliqué, mais qui marche en mode radio et qui peut communiquer d'une carte à l'autre. Donc tu peux imaginer des petits jeux entre les enfants, quoi, Donc c'est à la fois tout intégré et en même temps après tu peux l'étendre, mais tu peux l'étendre de manière moins évidente qu'une carte Arduino qui elle est pensée pour à la base du prototypage électronique. Donc tu as l'accès à beaucoup d'entrées-sorties sur ta carte pour brancher plein de capteurs, plein de choses on va dire plus élaborées. Et Mhm. surtout, à la base, les cartes Arduino, je sais qu'il y en a qui sont fans de ça et qui maintiennent qu'on peut apprendre ça aux enfants, mais c'est quand même à la base, ça se programme dans un dérivé de langage C. Et Ouais. c'est un petit peu, la marche est un petit peu plus haute, là où les cartes microbits sont pensées comme Scratch. Tu peux commencer à les utiliser avec un langage visuel qui permet d'aborder l'algorithmique, la logique et le matériel de manière très, très visuelle et très simple. Euh, et après, ils ne se sont pas arrêtés, puisque tu peux utiliser aussi MicroPython, qui est un dérivé de Python pour tout ce qui est embarqué. Puis Arduino a évolué, parce qu'au fur et à mesure, avec le changement des technologies en termes de microcontrôleurs, ils ont franchi le cap, et maintenant tu peux programmer des cartes Arduino aussi avec des langages basés sur Python, sur Rust, enfin il y en a pour tous les goûts, ça sort du cadre des enfants, ça va plus loin. Il y avait TinyGo, je crois, dont tu m'avais parlé une fois. Ouais, j'ai fait pas mal de choses avec ça, parce que je connaissais pas beaucoup le langage, et puis c'est vrai que le do-it-yourself du côté électronique m'a permis aussi d'aborder des domaines, même pour moi, de manière un peu ludique. Mhm. Donc aborder un nouveau langage, par exemple. Quand j'ai voulu m'intéresser à Go, je me suis intéressé d'abord au côté embarqué avant d'utiliser le langage, même dans le cadre du boulot éventuellement, mais pour moi, ça rajoute un petit côté ludique au moment où tu es en phase d'apprentissage de quelque chose. Donc je trouve que d'une manière générale, je trouve que le do-it-yourself te permet de joindre un peu tous ces domaines en fait. Ouais. Ça t'ouvre un peu des portes quand même. Ouais. Bah, on l'avait vu dans l'épisode avec Akanoa sur l'apprentissage. Je fais un peu de pub. Allez vous écouter Mm. l'épisode avec Akanoa. Et je peux vous confirmer, voilà, je te disais, j'avais écouté plusieurs épisodes, j'ai écouté celui-là. Je pense que nous aurons bientôt une conversation avec Akanoa
sur l'apprentissage et l'éducation. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'il a dit, et puis il y a 2-3 trucs où j'étais moins d'accord, mais Voilà, effectivement. ouais. Et le côté ludique de l'apprentissage était quand même très présent dans ce qu'il disait, parce que les enfants apprennent par le jeu. On a maintenant on a les serious games, on a ce genre de trucs, et on se rend compte que les gens retiennent mieux quand ils sont Ouais, ouais, plus bien sûr. détendus, Mm. plus voilà, Oui, pour moi, ludique, c'est même pas ça, ça sort du. C'est pas forcément quelque chose lié au loisir, hein. Ludique peut être quelque chose lié à une activité plus oui. cérébrale, plus. C'est c'est un élément qui peut renforcer effectivement un apprentissage, quel qu'il soit d'ailleurs, hein. Mais oui, oui, oui. Et le côté ludique, ouais, effectivement, dans le do it yourself, il y a quand même l'aspect où tu te retrouves, suivant le degré de ce que tu souhaites réaliser. C'est Mhm. valable pour la menuiserie comme pour l'électronique, hein. Tu vas te plonger plus ou moins loin dans ce qui est nécessaire d'apprendre. Et du coup, suivant ta volonté, toi, tu me demandais la différence. Par exemple, Arduino a énormément de choses toutes prêtes que tu peux brancher dessus suivant ce que tu veux faire. Mhm. J'en sais rien. Par exemple, tu veux faire une petite station météo, tu peux prendre une carte Arduino. Tu peux prendre une carte où il y a déjà tous les capteurs dessus. Tu branches. Tu as un peu de code à faire, mais tu as souvent des exemples et ça va aller assez vite. Et puis de l'autre côté, tu peux t'intéresser à individuellement chacun des capteurs et puis aller creuser sur, je sais pas, la réponse électronique qui correspond à un capteur de température. Pourquoi son courant change. Enfin, tu peux. La palette de ce que tu peux creuser, je trouve, est souvent intéressante dans un projet do it yourself. C'est toi qui fixes en fait le degré d'apprentissage que tu t'imposes finalement. Mhm. Et Donc, dans tout ce que tu as pu faire en do-it-yourself électronique, c'était uniquement pour le fun ou il y a des trucs qui te servent à la maison, je sais pas, genre un peu domotiser la maison alors et automatiser certains trucs, non? j'ai pas domotisé. Je suis pas très fan de la domotique en fait. Il y a peu de choses qui m'intéresseraient à automatiser en fait. Euh, Il y a un peu des choses qui sont pas vraiment de la domotique, mais alors au-delà c'est plus des cartes Arduino, mais il y a des choses quand même dans le do-it-yourself et tout ça, l'électronique, qui marchent avec les cartes Raspberry. C'est Mhm. aussi une approche où beaucoup d'ingénieurs logiciels ont commencé à plonger dans le matériel parce que c'est un ordinateur, donc tu es à l'aise, et puis tu te rends compte que tu peux brancher des trucs, donc ça peut aller loin. Et voilà, c'est plus avec ce genre de choses que j'ai des montages que j'ai conservés et que j'utilise. J'ai une espèce de petite station qui me permet euh, d'écouter un peu de musique, d'avoir la radio et surtout qui est pilotable un peu à distance. On a un grand bureau que je partage avec ma femme pour tout ce qui est un peu nos activités, on va dire, de loisirs. Et c'est sympa d'avoir un peu les playlists et les trucs comme ça, donc j'ai un truc comme ça. Et puis je me suis monté aussi, j'ai fait un mélange entre tous ces centres d'intérêt. J'ai fait un peu de menuiserie, un peu d'électronique, un peu de logiciel, et je me suis monté une grosse boîte avec des vrais éléments de console d'arcade. Je Mhm. me suis fait une box, une rétro box en fait, moi-même avec une Raspberry à l'intérieur. Donc ça m'a permis de faire toute la boucle, le coffret, penser à ce que ça soit facile à accéder à ce qu'il y avait dedans. Bon, le logiciel, je suis pas allé très loin parce qu'il y a des distributions maintenant qui tournent toutes seules. Et puis jusqu'au final, jouer avec mes gamins au jeu de ma jeunesse à moi, ça les faisait marrer aussi de voir certains trucs, quoi, parce qu'on est remonté assez vieux, donc c'est vrai que je peux comprendre que ça leur crée un petit choc culturel. Tu Ça t'amusais me, avec ça? Ouais, ouais. ça me rappelle la scène du film dans Retour vers le futur 2, quand il débarque dans le café 80 et qu'il y a un jeu vidéo, puis qu'il y a les gamins, mais il faut jouer avec les mains, mais c'est pour les bébés. Exact, exact. Ça, Ouais, ouais, c'est il le y a un même petit. regard incrédule. C'est ça. C'est ça. Donc je crois que dans les montages, il y a ça. J'ai une petite station météo pour le fun là, que je m'étais monté. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'expérimentation. Si, dans les choses un peu sérieuses, pendant la phase Covid, j'ai monté quelques petits ensembles avec une carte microcontrôleur et puis un capteur de qualité de l'air, Mhm. voilà, que j'ai pu refiler à des enseignants qui pouvaient l'utiliser dans leur classe. Oui, les Euh, fameux détecteurs de CO, ouais, ouais, oui, le voilà, CO2 et c'est autres. ça, et de particules, enfin tu as différents capteurs qui permettent d'avoir une assez bonne idée de bah ouais quand même ça serait pas mal d'aérer la pièce, tu vois, d'essayer de guider Mm. un peu ça. Donc maintenant il y a des projets super structurés qui sont toujours du do it yourself, hein, mais
Il y a des gens qui ont fait des plans pour que ça marche mieux, pour que ça soit facile, enfin, des choses comme ça. Mais Ouais, sinon, ça, ouais, j'aime après, c'est bien beaucoup de d'avoir. plaisir. Du bricolage, oui, c'est beaucoup de plaisir de bricolage. C'est bah ouais, le fun de la découverte et de l'apprentissage en lui-même, en fait. Et est-ce que, comme beaucoup de développeurs, tu ne termines pas tes projets ou est-ce que tu arrives à les mener à terme? Mais évidemment que j'ai plein de projets. Alors déjà, j'ai des projets qui sont même jamais commencés. Mais avec le Oui. côté matériel, ça va plus loin. C'est-à-dire que tu commences à acheter des pièces en disant que tu vas faire le projet. Donc j'ai quelques petites boîtes là. Il y en a pas trop en fait. À partir du moment où j'ai commencé à acheter les pièces, j'ai envie de le faire de toute façon. Donc ça va démarrer. Après, oui, ça arrive souvent que le projet va pas vraiment jusqu'au bout, mais t'as fait toute la partie qui t'intéressait, quoi. Ouais. Quand tu t'es intéressé à un type de technologie précise, tu vas pas aller jusqu'au bout. Ça veut dire tu vas pas, je sais pas, monter le coffret qui va te permettre de l'utiliser plus quotidiennement ou des choses comme ça. Mais c'est pas toujours très grave dans le cadre de projets de ce type-là, quoi. Mais bien sûr, évidemment, il y a aucune raison que ça vienne du monde logiciel en particulier. C'est, je pense, quelque chose qu'on peut retrouver dans bien des domaines. Bon, je parle de ce que je connais. Oui, oui. Et de mon cas en particulier, le nombre de trucs que j'ai pu commencer et qui ne sont jamais terminés, c'est effrayant. Ouais, mais ça peut toujours arriver que tu y reviennes. On sait jamais. Oui, Il faut oui. les garder en plus, tu vois. Faut pas toujours tout réutiliser ce que tu avais dans un projet. Tu vas le garder parce que tu vas peut-être le finir un jour, on sait pas. En même temps, il y a le côté où au bout d'un moment, je me mets à culpabiliser, moi. Voilà, Ah là, j'ai mince. commencé, j'ai pas fini, c'est pas bien. Ah, Non, t'as jamais. tout dépend si tu t'engages par rapport à toi-même sur un apprentissage ou si tu collabores avec d'autres personnes, où là ça peut être plus embêtant. Mais cela, ouais, quand il y a d'autres personnes, généralement, ça va plus au bout, là. Je sais que le podcast sera écouté par certains, donc je suis obligé de m'engager, mais tout ce que je suis en train de faire autour de montage qui font de la communication par le protocole LoRa, là, oui, il faudra que j'aille jusqu'au bout, sinon je vais me faire tirer les oreilles, là, quand même. Ça fait un moment que ça traîne. Le protocole LoRa, qu'est-ce que c'est? Je connais pas. C'est un protocole conçu pour être le plus économe possible dans tous les sens du terme, de la consommation électrique jusqu'à ce que ça envoie, ce que ça envoie comme données. Mhm. Et ça permet de faire de la communication entre devices sur d'assez grosses distances, en fait. De par la simplicité de ce que tu transmets, tu arrives à aller relativement loin. Et c'est ce que tu vas trouver, la représentation, on va dire, la plus connue. Alors, il doit y en avoir deux. Tu as The Thing Network, qui est juste un rassemblement, en fait, de... Tu utilises ce protocole pour communiquer entre devices, certes, mais tu peux aussi communiquer avec des boîtiers qui agissent comme des gateways. Mhm. Et cette gateway va se charger de faire l'interaction d'un côté avec le protocole LoRa et de l'autre côté avec ce que tu veux comme application sur Internet. Donc, tu peux imaginer des capteurs qui communiquent de cette façon pour ramener leurs informations à un serveur, enfin des choses de ce genre-là. Et The Things Network, l'idée, c'est d'avoir un espèce de réseau collaboratif où des gens mettent à disposition une partie de leurs canaux de gateway pour créer un maillage le plus grand possible, mondialement possible. Mhm. Et tu avais un protocole plus commercial qui est pas LoRa, mais qui est dans le même esprit. Peut-être qu'il fait du LoRa d'ailleurs, qui s'appelait Sigfox, je crois, qui était poussé par Bouygues en France, il me semble. Qui avait cette même idée d'avoir un protocole le plus simple possible pour que quand un appareil qui tourne sur batterie de ce type-là, le but c'est que il soit le moins actif possible, le moins longtemps possible pour que sa batterie dure le plus longtemps possible. Et donc le moment où tu vas émettre quelque chose, il faut que ça soit rapide. Faut pas que ça soit consommateur, et donc Mhm. c'est cette efficacité-là qui est cherchée dans les... C'est une technologie radio, hein, D'accord. et c'est ce qui est visé, c'est ça, c'est ce ratio de petite consommation. D'accord. Ce que je vais te demander après, c'est quel média de transmission tu as sur ce truc-là? C'est du Wi-Fi, du filaire, du. Donc Bah là, si tu me dis c'est du radio. c'est un protocole radio, ouais, ouais, c'est ça, D'accord. c'est vraiment, on va dire, t'as le Wi-Fi, t'as le Bluetooth, voilà, t'as le LoRa qui définit une spécification particulière d'émission radio, ouais. D'accord. Et tu peux interfacer ça avec un Internet, par exemple, si tu es loin de l'objet, tu te connectes à un serveur, tu envoies l'ordre qui, lui, va le transmettre en utilisant le protocole LoRa pour déclencher quelque chose.
Oui, oui, Ça, c'est... tu peux envisager des interactions de beaucoup plus grande distance parce que tu es à portée d'une gateway. La gateway se charge de faire ce que tu souhaites faire, même si c'est pour transmettre ça à 10 000 km. Mhm. Dans l'absolu, tu peux imaginer un système avec un gros bouton qui émet un signal quand tu appuies dessus en LoRa. La gateway, elle répond de l'autre côté de la planète et puis ça va allumer une ampoule. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est envisageable. Tu peux imaginer toutes les transformations de ce D'accord. type-là. Ouais. Ouais, ouais. Tu as les deux. Tu as le côté je communique de device en device, et puis tu as le côté je sais que j'ai quelque chose de plus large derrière, donc j'ai un. Alors ça, c'est la différence entre t'as le mode peer-to-peer et puis tu as un mode qui est plus un mode réseau plus connu qui s'appellera LoRaWAN dans ce cas-là, qui est vraiment un réseau plus étendu, quoi. Mais D'accord. ouais, voilà, ça fait partie des projets où là j'ai un peu dit que j'allais faire des choses, donc là je m'y suis mis, ça a avancé. Et c'est rigolo, voilà, je retombe sur de nouveaux problèmes que j'avais jamais eu jusque-là. J'ai une carte qui est pas avec le même espacement entre les broches, il y a un autre format. Je savais dans l'absolu qu'il y avait un autre format, mais je savais pas que j'allais avoir une carte de ce type-là, donc j'ai rien qui va. Mes câbles ne vont pas, mais c'est pas grave, on va trouver des solutions. C'est là où Oui. c'est là où le rigolo arrive. Il va falloir que Oui. ça marche quand même, Mais c'est le côté satisfaisant, c'est quand tu as un bien problème et que tu sûr. arrives à le surmonter derrière. Ah, ça j'ai réussi. Exactement. C'est pour ça que c'est pas toujours important que tu ailles jusqu'au bout. Tu vas rencontrer de toute façon des problèmes. Bon, alors, je suis pas du tout électronicien, donc forcément, je commets des boulettes. Mhm. J'apprends au fur et à mesure, mais et donc voilà, t'as cette satisfaction d'avoir appris quelque chose, d'être passé outre et d'avoir réussi à trouver. Mais ça, du coup, c'est peut-être proche. Tu parlais du rapport au développement logiciel et autres. Je trouve que c'est assez proche de cette satisfaction que tu peux avoir aussi. Tu résous un problème, t'es content de toi, t'as quand même résolu un truc quand même. Il y Ouais. a que toi qui sais comment tu as été malin, mais c'est pas grave, c'est bien. Ah bah oui, on a le droit d'être fier tout seul, hein. Et tout à fait, exactement. Et est-ce que tu as, là on parle de choses qui sont soit logicielles, soit très manuelles. Est-ce que tu as, envisagé ou est-ce que tu utilises des choses comme l'impression 3D? Alors là, c'est pareil, je pense que dans ceux qui écoutent, il y en a qui vont copieusement se foutre de ma gueule. Oui, j'en suis à 2 imprimantes 3D. La 2? première, ouais, la première n'a jamais vraiment marché. J'étais parti sur un projet qu'un Français avait monté, sur un truc open source, tout ça. Et c'était tellement open source que si t'étais pas capable de le faire toi-même, ça marchait pas vraiment. Donc Mmh. j'ai duré longtemps. J'ai fait 2, 3 petits trucs, c'est pas allé loin. Et après, j'ai acheté un modèle un peu plus, on va dire, un peu plus industriel, mais qui était relativement bruyant, donc ça restreignait les périodes, comme je partage le bureau, où je pouvais l'utiliser. C'était plus compliqué. Et puis, bah, elle a fini par aussi avoir des problèmes et tomber en panne. Donc, c'est un grand sujet de rigolade sur le Discord qui correspond à mon émission, parce que il y a plein de fois où je dis ça serait pas mal si je pouvais imprimer cette pièce. Mais, mais tu avais une imprimante, comment ça se fait, Thierry? Donc oui, et c'est aussi un domaine qui est intéressant aussi dans le do-it-yourself, parce que là, pour résoudre un problème, tu peux avoir une grande satisfaction à avoir un ensemble de pièces qui vont vraiment résoudre un problème de ton quotidien sans qu'il soit très très compliqué en fait. Ouais. Ouais, mais ça te force à soit à modéliser toi-même la pièce que tu veux et là il faut, bah, faire de la modélisation 3D, soit il faut passer des heures à trouver le bon modèle. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure même sur les montages aussi électroniques. C'est-à-dire que tu vas avoir effectivement, tu vas avoir plusieurs degrés tu peux aller de plus ou moins loin quoi. Et je pense que dans l'impression 3D, c'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as quand même énormément de partage de modèles préexistants. Mmh. Donc pour que ça corresponde vraiment à ton besoin, heu, tu as quand même la nécessité, je pense, de savoir éditer un petit peu ces modèles préexistants. Mais déjà en retouchant de l'existant, tu peux déjà faire beaucoup de choses. Et effectivement, après ce qui je trouve intéressant et j'ai passé plus de temps à apprendre à modéliser qu'à réellement imprimer du coup au final. J'ai suivi des cours en ligne, des trucs, mais c'est passionnant, enfin je veux dire, c'est un monde que je ne connaissais pas vraiment et d'apprendre à faire de la modélisation, 3D, ouais, de savoir que tu es en train de créer une représentation d'un vrai objet que tu es en train de penser, qui va répondre, je sais pas, tu veux mettre, justement un montage électronique de tel format, ça va te servir dans tel cadre. C'est pas mal. J'ai beaucoup de modélisation, j'ai peu de réalisation. J'ai quelques D'accord. petits ma phase où j'ai fait pas mal de petites, réalisations de robotique là, j'avais fait un peu d'impression et puis quand l'imprimante est tombée en panne, j'ai découvert que le carton plume et un bon cutter, c'était pas mal aussi. Donc ça m'a permis de pallier à ça.
Tiens, une question qui me vient comme ça, question de gros noob de base. Est-ce que tu penses qu'on pourrait utiliser des technologies d'impression 3D pour faire des circuits imprimés? Est-ce que ça Alors, se fait déjà? Je sais il y a, pas. pour faire des circuits, tu vas pas trop trouver, enfin, tu vas pas trouver de l'impression au sens de ce qu'on a aujourd'hui avec du dépôt de matière, des choses comme ça. Tu vas peut-être plus retomber sur le monde plus classique de la CNC, de la commande numérique, où tu Mmh. vas avoir des machines capables de, effectivement, de faire un objet qui est un objet 3D aussi, mais tu poses un bloc de matière et ça va retirer de la matière jusqu'à faire la forme que tu cherches. Et dans Mmh. ce cadre-là, il y a des CNC un peu plus précises et plus spécialisées où il y a des gens qui arrivent, à partir d'une plaque conductrice, d'arriver à graver ce qu'il faut pour faire les pistes. Et tu vas pouvoir réaliser des montages électroniques de cette façon-là, oui, tu as quelque chose. Mais en impression pure, à ma connaissance, je crois pas qu'il y ait des choses. Ça me parle pas comme ça. D'accord. Je- Parce que c'est vrai que j'ai évolué pendant un temps dans le milieu du home cinéma et il y a des gens qui faisaient des montages eux-mêmes. Et quand ils avaient besoin de circuits imprimés, c'était toujours une galère parce que bah, soit tu fais le négatif et tu l'envoies à une société qui va te renvoyer le circuit imprimé, machin. Enfin, c'était une galère sans nom. Ça a un petit peu progressé parce que aujourd'hui, c'est relativement simple de faire des petites séries de circuits imprimés que tu aurais conçus toi-même. Mhm. Donc là encore, c'est pareil, c'est les choses dans lesquelles je me suis lancé, utiliser KiCad, enfin des logiciels dédiés à ça. Tu, tu commences à avoir beaucoup de. C'est un des avantages, je trouve, aujourd'hui, c'est quel que soit le bazar que puisse être Internet, bah, dans ce bazar, il y a quand même des choses vachement sympas quand on veut apprendre. Et, euh, et je pense que le do-it-yourself, si on en entend autant parler, c'est aussi parce qu'il y a ce grand bazar de partage qui est au milieu. Et je pense que ouais, même pour les circuits, ça a évolué, c'est-à-dire que les logiciels ont évolué pour rendre ça accessible, et après, les entreprises qui vont pouvoir réaliser ton prototype ont finalement maintenant des méthodes pour faire des circuits à des coûts raisonnables. Ça reste, c'est pas toujours donné, mais ça reste raisonnable. Tu peux faire des petits circuits pour, je sais pas, 10, 15, 20 euros. Tu peux avoir 4-5 plaques de circuit si le circuit est pas trop compliqué, donc c'est pas des investissements trop lourds. Alors après, tu as le problème de l'attente, c'est-à-dire que tu fais ton circuit, tu l'envoies, faut qu'il revienne, voilà. Ouais. Si tu te trompes, c'est pas comme l'impression 3D, ça veut dire que tu remodélises, que tu renvoies, tu repayes, on te le renvoie, c'est un peu plus compliqué. C'est là où les gens qui font beaucoup de circuits ont intérêt à avoir des solutions chez eux, effectivement, Ouais. que ce soit avec les techniques à base de tu imprimes sur un papier, tu le mets sur ton circuit, ça va déposer un peu de l'encre de ton imprimante laser, tu as des méthodes qui permettent de créer des circuits comme ça un peu maison, quoi, avec des techniques un peu moins. Ouais, si, c'est quand même bien aussi violent que dans les années 90 quand on faisait nos PCB pour décoder Canal+, avec l'impression du typon dans une pièce. Enfin bon, ouais. Ça Ouais, s'est simplifié, mais ça reste encore. À la maison, c'est un domaine où ça reste encore un peu. avec la plaque d'époxy que tu passes à l'acide. Exactement, avec des produits qu'il vaut mieux pas respirer. Enfin, c'est pas toujours. Ouais, il y a ce côté-là. Dans le do-it-yourself, il faut quand même aussi des fois se renseigner sur la sécurité de ce que tu fais, quoi. Et Oui, bah oui. commencer par la menuiserie où globalement, quand tu as une scie sauteuse ou une défonceuse, il faut quand même faire attention à ton corps. Tu gardes le réflexe même pour l'électronique. Alors bon, ça arrive, hein, la fameuse fumée bleue du circuit où tu t'es raté dans ton branchement, ça arrive. La Oui. LED qui explose, bon, voilà, c'est les trucs qui arrivent. Mais c'est jamais trop. Si tu fais attention un petit peu, c'est quand même. Il y a quand même beaucoup de moyens maintenant dans ce monde de hobby où on te prend en charge quand même un petit peu les différentes cartes, notamment Arduino ou autres. Moi, j'ai beaucoup de cartes qui viennent de chez Adafruit, qui est un autre constructeur côté américain, qui d'ailleurs a beaucoup basé sur l'éducatif, justement. C'est-à-dire que vendre du matériel, ça les intéressait, mais il fallait que ça apporte quelque chose. Donc, ils ont beaucoup de contenu qui va avec, en fait. D'accord. Donc, c'est assez intéressant. Et ils sont allés dans ce sens-là en faisant des cartes qui sont de plus en plus tolérantes à l'erreur, on va dire. Ouais. Les premières cartes Arduino, suivant comme tu les branchais, bah, tu pouvais les claquer. Donc après, ils ont rajouté sur leur carte à eux chez Adafruit, ils ont beaucoup travaillé sur bah, là, je sais que c'est pas le bon voltage, alors plutôt que de cramer la carte, j'ai une sécurité qui va le mettre en panne, qui va. Enfin, tu vois, ils essayent de. Ouais. Donc c'est un monde qui a un peu évolué. Le hobbyiste aujourd'hui peut trouver des solutions parfois un petit peu plus chères, mais qui lui permettront d'apprendre et se faire plaisir sans avoir toute la complexité. Je pense que ça D'accord. a bien évolué quand même. Ouais.
Alors, je me rappelle, moi, quand j'étais gamin, j'avais des trucs, on appelait des plaques lab, je crois, ces espèces de plaques blanches Ouais. où tu enfichais tes composantes pour faire ton circuit avant de le faire définitivement et pour le tester. Alors, t'as toujours des plaques de prototypage comme ça, c'est pratique. Effectivement, avant de faire un montage définitif, tu as besoin de tester plein de choses. Ou alors de tester plusieurs idées aussi, ça peut être ça aussi. Mhm. Et comme souvent, ce qui va te coûter le plus cher, ça va être la carte avec le microcontrôleur. T'as pas une carte pour tous tes projets, tu vas quand même la jongler entre plusieurs projets. Et le fait d'avoir des plaques de ce type-là pour essayer des choses, c'est pratique. Donc ça existe toujours, c'est peut-être pas exactement la même forme que tu connaissais, mais oui, oui, ça existe toujours, heureusement. Avec des câbles D'accord. enfichables qui ont des côtés mâle-femelle suivant ce que tu assembles. Ouais. Ça te permet de tester des choses plus facilement. Et puis maintenant, il y a des formats, euh, le petit nom, ça doit être Stemma ou un truc comme ça, qui sont très proches de la simple prise en fait. Où vraiment, tu as Mhm. 3 ou 4 broches avec un détrompeur. Tu as plusieurs prises de ce type-là sur ta carte que tu programmes. Et puis tous tes différents capteurs ou actionneurs qui existent sur le marché ont des versions avec ce genre de prise qui te permettent voilà, de même pas avoir cette angoisse du branchement. Ça peut faire peur aussi. Je parle même pas de la soudure, parce que là, il y a des gens qui sont terrorisés à l'idée de souder. Souder n'est pas si complexe que ça. Faut prendre le temps. C'est aussi une source de méditation pour moi. Quand je soude, ça me Ouais. fait le même effet. Faut pas trembler, quoi. Voilà, faut pas trembler, faut prendre le temps d'acheter du matériel correct. Enfin, il y a des choses comme ça. Mais c'est vrai que ces solutions-là, bah voilà, je trouve que c'est un monde qui a beaucoup évolué et qui permet aux gens de différents niveaux ou suivant les envies qu'ils ont, de quand même réaliser des projets sympas, quoi. Ok. Beaucoup d'efforts de ce côté-là. Et est-ce qu'il existe des... Parce qu'on fait beaucoup de choses en simulation, est-ce qu'on peut simuler des montages électroniques sur ordinateur? Là, je mets une résistance, je mets un truc, tu cliques sur le bouton, tu vois ce que ça donne. Pour des montages simples, ouais, je connais deux, trois projets qui permettent ce genre de choses. Et c'est effectivement pas mal d'avoir un simulateur qui t'évite et qui t'évite aussi l'appréhension. Des fois, c'est aussi bête que ça, hein, mais Ouais, la peur de griller un composant, là, au moins, tu sais exactement. Donc, tu que... as quelques solutions qui existent. Après, quand ça devient plus complexe, les outils de simulation seront presque aussi compliqués que le projet lui-même. Donc, pour un amateur, ça perd son intérêt. Mais après, oui, tu vas trouver des solutions de type MATLAB qui vont te permettre de faire de la simulation très poussée suivant les domaines. Oui, tu as des choses maintenant. Mais même de manière simple, ouais, c'est vrai qu'il existe deux, trois. Alors, il y a beaucoup de choses avec les cartes microbit parce qu'elles sont simples et qu'il y a beaucoup de. À commencer par la fondation microbit, ils ont, quand tu as l'environnement graphique de programmation, sur ton écran, sur le côté, tu as visuellement une carte et pour beaucoup de choses, elle saura déjà réagir comme ta vraie carte. Donc, tu peux déjà D'accord. commencer à avoir une première approche sans même avoir le matériel. Et il existait, mais je crois qu'il n'existait plus, un simulateur qui faisait un peu d'Arduino chez. Alors maintenant, ça a dû atterrir dans les mains de Autodesk, où ils ont eu pendant longtemps beaucoup d'outils très éducatifs sur leur gamme 1, 2, 3, qui permettaient de Mhm. découvrir un peu d'électronique, un peu de modélisation et tout. Ils en ont encore, mais c'est vrai que plus ça va, plus leurs outils deviennent c'est par abonnement, il n'y a plus rien pour les hobbyistes. C'est vrai qu'ils ont un peu. Voilà. Donc, Ouais, comme toujours, il faut essayer de se rabattre vers des solutions open source qu'on peut soutenir différemment, sans vendre un rein pour. Bah, faut être honnête, moi, le peu que j'ai fait pour des modélisations de circuits électroniques, j'étais très content d'avoir KiCad et pas devoir payer un Eagle ou un truc comme ça qui me coûterait 5 ou 600 euros par an. J'ai ouais. clairement pas ces besoins-là, c'est pas raisonnable après. Il Ok. manque un peu ça, il y a eu un peu une phase dans le. On perd un peu le côté hobbyiste chez beaucoup d'éditeurs, notamment logiciels, aujourd'hui, je trouve. Ouais. D'accord. Voir que ça pourrait être un projet pour des jeunes qui veulent apprendre à coder, tu leur fais coder un logiciel pour les jeunes qui veulent apprendre à faire de l'électronique. Ça peut être un très bon projet, effectivement. C'est effectivement un bon projet. Bon, on avait le jeune anglais Josh, qu'on avait reçu à MixIT, qui avait conçu EduBlocks, un logiciel pour apprendre à coder Python en mode bloc, justement pour pas avoir à Mhm. taper toutes les commandes. Donc ouais, il y a des jeunes qui se lancent dans des gros projets de grosse envergure, des fois, ça fait plaisir. Ça fait Ouais. plaisir. Tu me dis coder avec des blocs. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je travaillais sur enfin, je sais pas si c'était un langage, un environnement de développement
qui était à la souris, où Ouais. tu faisais du drag and drop avec tes structures logiques. Ça s'appelait Centura, je crois, si je me souviens bien. Ah, mais même dans le monde pro, il y a eu pas mal effectivement, Et, d'outils de ce tu type. mettais tes if, tes while, tes machins, et après tu tapais juste tes noms de variables, grosso Ah, mais je vois modo. bien. Je vois bien. Bah, dans les célèbres et connus, tu as eu l'environnement des machines Next qui est comme ça aussi. Vous Ouais. avez tout un environnement de développement assez sophistiqué à base de blocs et de logique de relier ces blocs pour faire ce que tu souhaitais faire. Mhm. D'accord. Ouais, mais c'était marrant de voir ce truc-là utilisé pour développer un produit commercial. Ouais, ouais. En pas trop vieux, il y avait aussi toute la plateforme Delphi qui permettait ce genre de choses aussi, qui était, Ah, Delphi. qui était quand même assez visuel pour la peine dans ce que tu réalisais. Tu me renvoies à mes années d'étudiant en parlant de Delphi. Moi, c'était pas trop mes années étudiants. Oh, bah, c'était en 97 pour moi. Ah, mm. J'ai commencé à travailler déjà. Oh là là. On n'a pas tant d'écart que ça. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis parfaitement dans la cible de gens comme Benjamin quand il fait ses talks sur les techniciens et les ingénieurs développement après passer 50 ans. Je précise Benjamin Marron, pas moi. Benjamin Moron, pardon. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. Ça en fait des Benjamins. Qu'est-ce que c'est bien, ces Benjamins. Oh là là. Je suis pas sûr, hein, parce qu'il y en a certains, ils sont bizarres, hein. Ah mince. Mais oui, et le petit aparté, effectivement, hier j'étais au Human Talk à Lyon et Benjamin a donné son sujet sur le fait d'être dev après 50 ans. C'était très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Et en plus, cette espèce d'animal a collé ma photo sur un slide, donc je lui en veux beaucoup. C'était une marque de respect infini. Oui. Ou une manière de se moquer, faut voir. Ah mince. Les vieux, il fait un mur des vieux. Il y en a, ils font un mur des cons, lui, il avait fait un mur des vieux. Bah, je vais peut-être guetter les différentes fois où il donne ce talk pour voir si j'apparais un jour quand même. Je vais faire attention alors. Tu fais bien de me donner l'indication. Je lui suggérerais, je lui suggérerais. Bien entendu. Bien Pas de entendu. problème. Non, mais c'est Ok. comme pour le reste. Le do it yourself, c'est une solution pour les gens qui prennent de l'âge aussi. Les expériences permettent de faire beaucoup de do it yourself. Plus on a abordé de sujets, plus on est à même de réaliser par soi-même des choses aussi. Eh oui, 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 Il n'y a pas que les enfants effectivement. que ça concerne. Oui, oui, oh bah, on peut éduquer les adultes, ça peut pas leur faire de mal, hein, des fois. Non, non, il y en a que ça leur ferait même beaucoup de bien. Oui, oui, oui. Je pense à quelques commerciaux en ESN qui pourraient apprécier une bonne formation de développement pour arrêter de vendre un projet en 4 jours Il et en faudrait voir, expliquant. peut-être proposer des ateliers comme ça. Ça perturbe beaucoup les. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire dans le monde justement logiciel. C'est souvent des gens qui ont perdu le rapport au matériel et faire des ateliers très do it yourself. Je pense que ça permettrait de renverser un peu certaines situations. Ça pourrait faire des ateliers sympas. Ouais. Voilà, je vais me lancer dans une carrière de coach. Je vais trouver un domaine où on fera des ateliers comme ça. Bah Non, mais tiens. ça peut être intéressant, hein. Les Ouais, fameuses ouais. cartes programmables, là, j'en avais eu une série où j'avais été invité à EuroPython et on avait fait un atelier où le badge de la conférence était un badge programmable, pareil avec un écran qui était en fait des LED 8 par 8 ce coup-ci. Mhm. Et c'était donc ça se passait à Bâle et un maker suisse qui avait fait ce badge des Chipous, quelqu'un de très très bien. Et c'était assez rigolo de se retrouver dans un atelier, donc avant cette grosse conférence, et d'expliquer à des gens les bases. Ils étaient effrayés à l'idée de casser leur badge. Enfin, et à un moment donné, je me suis retrouvé avec un core développeur de Python, Mhm. moi qui touchais à 10 lignes de Python par an et tout ça, et il était plein d'admiration sur ce que je faisais, et j'essayais de lui dire que j'étais beaucoup plus admiratif de ce que lui faisait. Mais voilà, voilà, le rapport, je pense, plus abstrait du logiciel par rapport au matériel peut permettre de créer des situations qui peuvent être éventuellement intéressantes. Moi, je vais Alors que c'est creuser le coup, ça. c'est le coup, tu leur fais programmer leur badge et ils n'auront accès à la machine à café que si le badge fonctionne. Ah, c'est un peu punitif comme méthode quand même. Non, c'est le côté récompense qu'il faut voir. C'est l'âne et la carotte, hein. Ah, café, café.
Ah Tu oui, sais qu'un voilà, développeur... je serais reparti avec cette idée, tu vois. Il faut que je laisse mûrir ça. Oui, Peut-être une évolution de carrière à proposer des choses captivantes. c'est ça. Ou un nouveau side project qui Ou finira, ou peut-être pas. un nouveau side project, évidemment. Et oui. Il y en a qui sont spécialisés dans les side projects. Ouais, il y en a qui en font leur alias même des fois. Ouais. Oh, je vois pas du tout de qui tu veux parler. Non, non, non. C'est quelqu'un qui parle régulièrement de Subtweet, je crois. On peut lui faire un sub-podcast, voilà, du C'est ça. sub-podcasting, voilà. C'est ça, c'est ça. Si On tu lui nous dit... entends, cher jardinier, C'est ça. c'est vrai, c'est vrai. Petit indice, lui aussi a la barbe qui grisonne. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, non, il va se vexer après. Mais non, pas du tout, pas du tout. Bon, ça va alors. Ok. Et donc, tu parlais de Mixit tout à l'heure, et le fait de faire du DY, ça, toi, tu as transposé beaucoup de choses sur l'éducation, enfin sur l'éducation, sur la transmission Non, c'était Ouais, pas Mixit, pardon, c'est Mixtine Mixtine, mais bon, à la base, c'est quand même c'est bien issu d'idées de de Mixit. gens, voilà, qui Ouais. partaient de Mixit aussi, il n'y a pas de souci. Et ouais, je pense que c'est aussi c'est une façon, ça m'a permis, moi en tout cas, d'amener un aspect matériel aux choses très cérébrales que tu peux faire quand tu fais de la logique, que ce soit Mhm. avec Scratch ou autre. Et ben là, pour la peine, tu parlais de récompense à la fin. Ça donne une récompense quasi immédiate dans un atelier quand tu fais comprendre à un enfant que il a enchaîné ces deux blocs-là et le petit smiley qu'il a choisi sur son écran apparaît sur sa petite carte microbit. Au début, avant de commencer les ateliers, je me disais, on a ce réflexe un peu d'adulte, et puis à l'époque, j'avais déjà fait pas mal de montages, mais c'est vraiment une carte très simple. Ils auraient pu faire ci, faire ça. Enfin, tu cherches évidemment plein de fonctionnalités Ouais. vachement avancées. Et en fait, j'ai eu des enfants qui ont passé peut-être une bonne demi-heure juste à jouer avec le fait qu'ils avaient compris qu'on pouvait changer ce qui s'affichait. Ils faisaient rien d'autre et ils avaient une satisfaction énorme avec ça. Et Ouais, puis il après, se bah, le reste de l'approprie. l'après-midi, exactement, le reste de l'après-midi, c'est super bien passé. Et j'en ai qui sont revenus en disant qu'ils avaient acheté de leur côté une carte microbit, ils voulaient me présenter des projets. Enfin, ça a débloqué, je trouve, plus de choses que de rester sur, ben voilà, Scratch, ça marche comme ça. Tiens, voilà une initiation Python. On essaie de faire des trucs de toute façon un peu sympa, un peu de son, un peu, tu vois, il y a des choses visuelles. Mhm. Mais là, c'est vraiment le fait que leurs mains touchent un objet qu'ils auront bah, contrôlé à l'aide d'un ordinateur, ça leur remet le sens de ce qu'est un ordinateur. L'ordinateur redevient ce qui n'aurait jamais dû être autrement. C'est un outil. Et Oui. l'outil te permet de faire quelque chose. Et ce quelque chose, si tu peux le tenir dans tes mains et le voir avec tes yeux directement posé à côté, c'est le compteur de pas a un succès fou. C'est pareil, c'est pas technologiquement, il y a la carte qui est quand même déjà importante, dans le fait qu'il y ait un accéléromètre. Mais Mhm. après, au niveau logiciel, tu leur expliques, ils mettent pas très longtemps à comprendre que ils ont détecté, ça veut dire que c'est un pas, il faut un compteur, tu mets un peu de logique. C'est pas très complexe la logique qu'ils auront mis en œuvre, mais n'empêche, à l'arrivée, j'en ai eu plein comme ça, ils se font la réflexion en disant ouais, mon père il a acheté une montre machin, Fitbit ou je sais pas quoi, ou quoi, ça compte, c'est pas. En fait, c'est rien du tout, c'est trop facile à faire et tout. Et je trouve que c'est pas mal ça remet un peu de perspective aussi. Le fait d'avoir du matériel que tu as manipulé, que tu as construit quelque chose, tu vois, je sais pas, de brancher un petit haut-parleur et puis tu arrives à sortir un son depuis ce truc que tu as programmé. Ça leur remet un petit peu l'idée que, ben, alors je pense que c'est un peu plus les téléphones que les ordinateurs qui ont fait du dégât sur ces générations-là, où ça devient une boîte noire qui finit par faire un peu ce qu'elle a envie sans que tu aies le contrôle de tout, quoi. Ouais. Alors que là, ils voient bien que ben, c'est matériel, c'est des choses qu'ils ont branchées eux-mêmes, et à l'arrivée, c'est bien leur réflexion qui est passée par un ordinateur et qui a rendu ça possible. Ouais. Donc je trouve que ouais, ouais, c'est ce que ça m'a apporté, je pense, dans ces ateliers, de rendre tangible des concepts très cérébraux, en fait. Ouais. Ok. Et j'avais vu une de tes séances calmes où tu programmais un jeu. Donc là, il n'y a pas de physique, ça reste tout sur l'ordi, mais où tu avais ton petit bonhomme qui se baladait de gauche à droite, qui avait sa récompense, etc. Ouais. Et ça aussi, je pense que pour les gamins, c'est plutôt... tu leur montres ce que c'est réellement et qu'ils prennent le pouvoir, au lieu d'être pas d'être passif, mais d'être
consommateurs Ouais. Le fait de de... leur montrer comment se programme un jeu et le fait que ce soit eux qui le produisent, c'est aussi intéressant. Ça l'était déjà avec Scratch, hein, il y a quand même cette idée-là derrière Scratch aussi. Après, je suis un petit peu revenu sur ce côté fais ton jeu vidéo. Mhm, Parce que avec le temps, je me suis rendu compte que tu t'adressais pas à 100% des enfants en fait. C'est-à-dire que il y a pas 100% des enfants qui sont réellement des joueurs en fait. ouais. Ils ont pas tous ce rapport au jeu et du coup ça représente pour eux un effort de faire un jeu, ça devient une contrainte presque, tu vois, pour certains. Alors pour ceux pour qui ça marche, c'est génial, c'est un super outil. Je pense que tu devais parler de l'émission où j'avais parlé de Arcade Oui. Make Code. C'est un des dérivés de ce qu'ils ont utilisé pour la microbit, mais là, tu as une petite console au départ purement visuelle sur ton écran que tu programmes, tu fais des jeux. Et là encore, le matériel existe, c'est-à-dire que tu peux transposer ton jeu sur un vrai matériel physique. Et voilà, pour ceux qui étaient intéressés par le côté jeu, on est allé jusqu'au bout. Je leur ai montré, j'ai deux, trois, notamment la paille gamer qui vient de chez Adafruit, qui est faite pour ça. De savoir qu'ils avaient programmé un jeu, qu'ils y avaient joué sur un écran, qu'ils pouvaient le partager avec des copains parce que c'est partageable, Mhm, mais qui pouvaient aller jusqu'au fait de le mettre sur une console de jeu. Ça devient une console de jeu, le montage que tu leur montres. Ouais, là, pour les enfants qui sont très joueurs, c'est très salutaire de leur montrer qu'ils n'ont pas à attendre et consommer ce qu'on leur pousse. Ils peuvent mhm. aussi être acteurs du truc, quoi. Ouais. Après, ils sont pas tous dans cette optique. Je me souviens, mon fils, il y a quelques années, était fan de Minecraft. Ah, le grand Et, classique. voilà, et j'avais essayé de lui montrer comment installer un serveur Minecraft sur un Raspberry. Oui. Donc il avait regardé, il a fait ouais, Ouais, mais voilà, bon, heureusement que chaque enfant a sa sensibilité là-dessus. Et puis, ouais, comme on le dit à chaque fois qu'on fait nos petits ateliers mixtines, le but, c'est pas que tous ces enfants, on n'a aucune envie qu'ils deviennent tous développeurs, ou enfin, c'est pas du tout le but. C'est juste d'avoir cette idée bah, ils peuvent être acteurs. euh, Ce sont des objets autour d'eux qui peuvent être très intéressants. Mais il faut s'en méfier puisque d'autres humains ont mis des intentions dans ces objets à leur place. Et c'est ça. le fait qu'ils en prennent conscience, je pense, est déjà important, quoi. C'est déjà pas mal. Donc voilà, ça peut être. Il y en a certains, effectivement. J'ai eu des enfants qui savaient monter des serveurs Minecraft. Pour autant, ils étaient perdus devant Scratch, la logique, ça leur parlait pas. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, c'était deux trucs différents. ça permet de varier, mais effectivement, ça reste du principe. Même si c'est logiciel, ça reste du do it yourself dans le sens où le jeu que tu aimes, auquel tu aimes jouer, bah, tu vas pouvoir installer un serveur à toi, tu vas pouvoir. Ouais. Il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Mais cette éducation aux outils dont tu parles, je me demande, enfin, je pense qu'il y a certains adultes qui pourraient l'avoir. On a souvent le cas des personnes qui sont pas à l'aise avec l'outil informatique et qui vont voir un fait divers et ouais, mais les réseaux sociaux, c'est de la merde. Ouais, bah, C'est court et sans appel. Et à chaque fois que j'entends ça, moi j'essaye de leur expliquer que non, le réseau social en lui-même, c'est pas de la merde, c'est un outil. C'est oui, comme ton oui. couteau, il peut te servir aussi bien à étaler le beurre sur ta tartine qu'à faire du mal à quelqu'un. C'est le fait que ça c'est devenu tout est devenu des produits de consommation. Ouais. Dans le sens où, ben, même quand tu achetais à une époque, quand tu achetais ton ordinateur, même les premiers PC, il fallait quand même t'intéresser un tout petit peu à ce qu'il pouvait y avoir dedans. Sinon, t'étais pas sûr de ce que t'achetais vraiment, donc il y avait Mm. un petit peu de cette curiosité qui a relativement vite disparu, quoi. Et d'autant plus maintenant, il y a plus ce besoin de mobilité, donc ça va être téléphone et portable, et enfin voilà, même un laptop, ça devient une boîte noire aussi. Mm. Tu perds ce rapport. C'est pour ça que les Raspberry, c'est génial, quoi. Tu mets ça dans les mains d'un gamin, d'abord il prend peur. Je peux le tenir, je peux le tenir. Ouais, ouais. Et après, tu peux leur montrer, dis, bah voilà, ton ordinateur, bah voilà, ça c'est ce qu'on appelle le processeur, c'est ce petit carré tout bête. Ça, c'est ça qui va faire. Ça va être ta vidéo, là tu as le son, tu vois, là, ça tu sais ce que c'est un port USB, t'as déjà vu, tu peux brancher ton clavier. Enfin, je trouve qu'effectivement, c'est des beaux outils de découverte pour ça. Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est toujours marrant en fait de se rendre compte qu'ils évoluent à côté d'un monde invisible Tout à fait. et quand tu leur montres
ce qu'il y a, c'est que tu lèves le voile. Alors, t'en as qui vont s'en ficher, mais t'en as quand même qui vont avoir le regard je comprends, Ouais. je découvre, je comprends. Et là, ça vaut le coup, finalement, Ah bah oui, leur passer des trucs, parce que tu les aides, finalement. là, la récompense, elle est pour moi dans ces cas-là. Bah oui, eh oui, Tu sais que t'as été un petit peu utile à quelque chose, c'est pas mal aussi. c'est ça. On parle jamais du côté égoïste des vulgarisateurs et des formateurs. Ça leur fait plaisir, et ils se Ah mais font bien sûr, plaisir. mais bien sûr. Voilà. Dans toutes les heures que j'ai passées, c'est peut-être beaucoup de boulot, tout ce que je fais entre la chaîne, les lives et tout, mais c'est évident que s'il n'y avait pas cette satisfaction de se dire qu'on a partagé quelque chose qui a pu servir à quelqu'un, oui, heureusement qu'il y a cette satisfaction. Dans ton petit coin, t'es satisfait, tu te dis, Bah oui. peut-être qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 10 personnes à qui j'ai pu apporter un petit quelque chose, quoi. C'est ça, c'est ça. Parce que C'est moi, plus. quand je publie le podcast, je regarde les audiences et quand je dépasse les 40, je suis heureux. Mais exactement, on a tous nos petites satisfactions. Il y a C'est pas de ça. petites choses, il y a pas de. Et tu sais pas, peut-être qu'il y a un podcast une fois sur les 30, 40, 50 personnes, et il y en a peut-être un, ça va lui apporter un truc dans sa vie, dans son quotidien, son boulot, j'en sais rien. Tu te dis qu'en tout cas, tu as proposé quelque chose. Après, l'avantage, c'est qu'on l'impose pas. S'il veut pas écouter, s'il veut pas voir, il le fera pas, c'est pas grave. Ouais. Mais ouais, c'est toujours. Voilà, tout le monde tire de la satisfaction finalement. C'est le côté intéressant du truc. Tu aides quelqu'un et toi, ça te fait plaisir. Donc au final, tout le monde est gagnant. Exactement. Et donc, si vous écoutez ce podcast, que vous êtes sur la région lyonnaise et que vous voulez avoir cette satisfaction, venez rejoindre l'équipe de Mixtine. On peut toujours trouver une petite place pour vous, n'hésitez pas. Ne soyez pas Exactement. timides. Nous avons eu beaucoup de timides qui sont repartis très contents. Voilà. Que vous soyez jeune ou vieux, Exactement, pas de exactement. discrimination, on accepte tout le monde. Aucune. Voilà. Bon, je crois que le message est passé. Oui, Si je peux vous ramener une personne, je serai heureux, j'aurai fait voilà. Tu mon vois? taf. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ok, bah écoute, je te remercie pour tout ce partage. Mais merci pour cette invitation, c'était Je, très agréable. je pense qu'on a fait un éventail assez large de tout ce que tu pouvais pratiquer comme activité autour de faire soi-même. On Je va le pense. franciser pour, C'est bien, en, ça marche aussi. en mémoire de Jacques Toubon. Seuls les vieux comprendront. J'avais un blog à une époque qui s'appelait Fais-le toi-même, ça me faisait rire. Il y a que moi que ça faisait rire, mais c'était bien. Fais-le toi-même. Parce que do it yourself, ça allait pas, mais voilà. Hmm. Oui, oh, il y en a même qui avait traduit le slogan Nike en juste fais-le. Ouais, ça passe, ça passe. Ça passait, c'était bien. Bah, écoute, donc merci beaucoup pour ce partage. Je mettrai toutes les coordonnées de tes différents médias dans le résumé du podcast. Et puis j'invite tous ceux qui écoutent à aller faire un petit tour sur ces médias et également sur Mixteam pour, euh, pour apprendre, tout simplement. On passera tout ça. Voilà. Merci Thierry. Merci beaucoup. Au revoir. Encore merci à Titi pour cet épisode vraiment intéressant à enregistrer, j'espère qu'il le sera tout autant à écouter. Dans le prochain épisode, on parlera cinéma avec Christophe Chaudier. À bientôt.